À la une ce soir. Ils sont tout à l'envers, là. Ça a l'air qu'ils roulaient à 150 km/h. Embardé mortel à Laval. 2 jeunes meurent en tentant de fuir la police. Nos patrouilleurs ont localisé un véhicule qui circulait sur la rue 8 mai, sans plaque d'immatriculation. Ils ont tenté de l'intercepter, mais le véhicule a rapidement pris la fuite. Au moins 17 morts dans des frappes russes en Ukraine. Kyiv réclame de l'aide pour se défendre. They will increase the production of such ballistic missiles. So for us, it's a big challenge. Logement insalubre contaminé à l'amiante. Une famille de Valleyfield vit un véritable calvaire. Ça sentait tellement moisi fort. Au début, j'avais un petit masque ordinaire, mais là, j'ai pogné un M95. Et les 17h, voici votre nouveau info. Bonne fin de journée tout le monde. On débute ce bulletin avec une nouvelle de dernière heure. Vraiment à la surprise générale, le Québécois Félix Auger-Aliassime se retire de l'Omnium Banque Nationale. C'est en raison d'une blessure au dos survenue hier lors d'une séance d'entraînement. Il vient de le confirmer là, au cours des dernières minutes. Donc la deuxième tête de série était le dernier Canadien du tournoi masculin à Montréal. Son match qui était prévu à 19h ce soir. On reviendra avec plus de détails pour vous au courant du bulletin. Maintenant, on se transporte à Laval parce qu'il y a une interception policière qui a tourné véritablement en cauchemar pour des jeunes. Il y a 2 personnes, un homme et une femme, qui sont décédés alors qu'un autre se trouve toujours dans un état critique après avoir tenté de semer la police. La voiture a terminé sa course dans la façade d'un commerce et les images de la scène de l'accident témoignent vraiment de la violence du choc. Juliette Poirot. Ça arrive tellement vite, ça. C'est comme, tu te réveilles, tu fais un jump la nuit, puis oups, il est trop tard. Ils sont tout à l'envers, là. Ça a l'air qu'ils roulaient à 150 km/h. Fait que là, il y a des débris d'auto tout le long jusqu'à l'autre intersection. 2 jeunes adultes sont morts et un autre lutte actuellement pour sa vie après avoir foncé dans le gym Atlantis qui se trouve juste derrière moi. On est sur le boulevard des Laurentides à Laval et cet accident s'est déroulé cette nuit. En fait, le conducteur roulait à très haute vitesse juste avant l'impact. Il tentait d'échapper à la police. Donc, vers 1h20 cette nuit, nos patrouilleurs ont localisé un véhicule qui circulait sur la rue 8 mai, sans plaque d'immatriculation. Ils ont tenté de l'intercepter, mais le véhicule a rapidement pris la fuite. Les policiers ont mis fin à leur tentative d'interception. Mais un peu plus loin, sur le chemin du véhicule fuyard, ce dernier a perdu le contrôle. Dans les circonstances, si tel est le cas que les policiers ont abandonné, ils ont fait la bonne chose. Les policiers au Québec ont toute la latitude pour arrêter une poursuite quand ils le veulent. Et à partir du moment où ils déclenchent une poursuite, ils prennent en compte une nombreuses circonstances. Mais normalement, il y a un superviseur qui, lui, peut dire « Vous abandonnez, c'est trop dangereux ». Il va demander quel est le motif de la poursuite pour justement éviter des drames. Et c'est jamais des situations qui sont faciles. Les 3 personnes qui se trouvaient à bord du véhicule sont 2 hommes et une femme âgés d'environ 19 ans. Ce sont le conducteur et la jeune femme qui sont décédés cette nuit. Cet incident nous rappelle à quel point la haute vitesse peut être dangereuse. Il y a 5 ans, et la grosse accident qu'il y a eu sur le 19, mon fils, c'est son ami qui conduisait, puis mon fils, il était dans l'auto. Fait qu'il y a conséquences, opération à la colonne vertébrale. Fait que ça fait de la peine de voir ça, mais toutes mes sympathies pour les familles, mais quand on est jeune, on ne pense pas à ça. J'ai des jeunes enfants aussi. Elle va avoir 18, puis mon gars, il a 23. Ça frappe. Les jeunes devraient savoir, c'est jamais une bonne idée de sauver des policiers parce que la majorité des poursuites sont initiées pour une infraction au Code de sécurité routière. Donc, on regarde quelque chose qui, en fin de compte, c'est pas criminel. Par contre, à partir du moment où on sauve des policiers, il y a une infraction additionnelle qui vient en vertu du code criminel, elle, qui est s'enfuir des policiers. Donc, on aggrave cette situation. Un poste de commandement a été installé sur les lieux et plusieurs enquêteurs ont été dépêchés pour tenter de reconstituer l'accident. À Laval, Juliette Poirot pour Nouveau Info. Mark Carney refuse de se prononcer sur l'issue des négociations qu'il qualifie de constructives avec Washington. On est à 2 semaines de l'entrée en vigueur de possibles nouveaux tarifs de 50 que veut imposer le président Trump. Le premier ministre canadien veut attendre le retour de ses émissaires, notamment Dominique Leblanc, pour prendre une décision sur les mesures à prendre. De passage à Toronto pour de nouveaux investissements en matière de logement, il dit toujours croire dans le libre-échange.
C'est dur. On va faire tout ce qui serait nécessaire dans la possibilité, s'il n'y a pas un accord le 19 août, avec des menaces tarifaires. Nous avons des options. Ce n'est pas le moment de déclencher les options, mais on a des options, oui. Sur la scène internationale maintenant, guerre en Ukraine, il y a plus de 120 000 foyers qui se sont privés de courant après des attaques russes plus tôt aujourd'hui. Et ça survient, il faut le dire, après des frappes qui ont fait au moins 17 morts à Kiev aux alentours de la nuit dernière. La défense antiaérienne n'a pas été en mesure de stopper les attaques. Et là, Lila, Volodymyr Zelensky demande aux alliés l'envoi de missiles antibalistiques pour intercepter notamment des roquettes. Des mois qu'il demande cette aide. Souviens-toi, la semaine dernière, Volodymyr Zelensky est allé à Washington pour demander au président américain les missiles Patriot, les seuls engins capables en fait d'intercepter les missiles russes les plus performants. Et d'après le Financial Times, Trump a refusé à cause de la pénurie de Patriot dans les stocks américains depuis la guerre au Moyen-Orient. Et c'est pourquoi Volodymyr Zelensky sur X a écrit aujourd'hui: les intercepteurs de missiles balistiques, c'est ce qui aurait pu sauver la vie des victimes aujourd'hui. Il est important que nos partenaires comprennent que le retard dans leur livraison ou leur réticence à fournir ces systèmes antibalistiques mène à ce type de destruction. Et puis il affirme également que le nombre de missiles pour la défense antiaérienne a été réduit du tiers par rapport à 2025. En juillet, la Russie a tiré pas moins de 126 missiles. On peut écouter le président ukrainien justement qui parle de ses préoccupations. This is a signal also that Russia gives us and to the world that they don't want to stop. And I think that they want to continue and to increase escalation, yes, using the ballistic missiles. We have an estimation that they will increase the production of such ballistic missiles. So for us, it's a big challenge. On va se diriger maintenant aux États-Unis, Lila, parce qu'il y a un progressiste qui a gagné la primaire démocrate du Michigan pour le Sénat. Courte gain à 1%, il a gagné. C'est ce démocrate, en fait, El Sayed, c'est un social-démocrate. Il y a un phénomène en mouvement aux États-Unis, on l'a vu avec l'élection de Mamdani. Cette élection de la primaire démocrate au Michigan, elle a quand même fait sortir 1,5 million de participants. On peut écouter quelques mots après sa victoire. Whatever happens tonight, we have a responsibility to assure that we unite to make sure that Mike Rogers never sees the inside of the U.S. Senate. Bon, Donald Trump ne lui donne pas son appui. Sur Truth Social, il a ironisé en écrivant « Excellente nouvelle pour le parti républicain. El Sayed, un communiste raté qui déteste les Juifs et Israël, est donné vainqueur dans sa course face à l'autre socialiste. Désormais, les politiques délirantes des démocrates ne feront qu'empirer. Démocrate pour la petite blague de l'anglais dumb, qui veut dire débile. Donc, pas sympa. Ça donne le ton pour les prochaines élections de mi-mandat. Merci beaucoup, Lila. Maintenant, une femme et sa fille vivent dans de terribles conditions en Salaberry de Valleyfield. Leur logement vient d'être déclaré insalubre par la santé publique. On parle de contamination à l'amiante et aux moisissures. La dame de 75 ans a même subi un infarctus à la suite du stress qu'elle endure. Véronique Dubé. En février dernier, je vous présentais cette histoire de ce propriétaire condamné à faire des travaux pour cet immeuble de Salaberry de Valleyfield. Vous n'êtes pas sûr que vous allez faire les réparations? Oh, oui, mais... 6 mois plus tard, rien n'a vraiment bougé. En fait, la situation s'est détériorée. La baignoire du premier étage s'est mise à couler dans celle du rez-de-chaussée. Moi, j'ai pris un bain, puis il y a eu des infiltrations d'eau qui s'est faites au rez-de-chaussée. J'ai appelé tout de suite le propriétaire. Je lui ai écrit comme quoi qu'il y avait des dégâts d'eau. Mais comme vous le voyez, c'est écrit noir sur blanc dans ce rapport qui a été récemment confectionné. Il y a de l'amiante un peu partout dans cet immeuble. Le masque que je dois mettre. Ça n'a pas empêché le propriétaire d'envoyer son beau-frère faire des travaux. C'est pas scellé. Ça devrait être condamné. L'ouverture du plafond. Il est venu ouvrir lundi matin. Il est resté ouvert depuis, on est rendu lundi de l'autre semaine. C'est toujours ouvert. Et avec toute la poussière qu'il a laissée, les débris qu'il a laissés, moi, j'ai fait venir une firme de décontamination qui sont venus confirmer que c'était plein de l'amiante qu'il y avait dans les matériaux. C'est tout ouvert, puis je rentrais aux toilettes, parce que j'ai pas le choix aussi, là. Puis ça sentait tellement moisi fort. Je mettais des masques. Au début, j'avais un petit masque ordinaire, mais là, j'ai pogné un N95. Avec toute l'accumulation du stress, la locataire de 75 ans a fait un infarctus au cours des dernières semaines et sa psychiatre a confirmé que c'est en lien avec tout ce qu'elle vit à cause de l'insalubrité. Je suis pas au courant. Il y a quelqu'un ce matin qui est censé aller faire des travaux de plomberie. Là. Il y a quelqu'un qui est censé aller faire des travaux de plomberie. Il y a quelqu'un qui est censé aller faire des travaux de plomberie. Il y a quelqu'un qui est censé aller faire des travaux de plomberie. Il y a quelqu'un qui est censé aller faire des travaux de plomberie. Il y a quelqu'un qui est censé aller faire des travaux de plomberie. Il y a quelqu'un qui est censé aller faire des travaux de plomberie. Il y a quelqu'un qui est censé aller faire des travaux de plomberie. Il y a quelqu'un qui est censé aller faire des travaux de plomberie. Il y a quelqu'un qui est censé aller faire des travaux de plomberie. Il y a quelqu'un qui est censé aller faire des travaux de plomberie. Il y a quelqu'un qui est censé aller faire des travaux de plomberie. Il y a quelqu'un qui est censé aller faire des travaux de plomberie. Il y a quelqu'un qui est censé aller faire des travaux de plomberie. Il y a quelqu'un qui est censé aller faire des travaux de plomberie. Il y a quelqu'un qui est censé aller faire des travaux de plomberie. Il y a quelqu'un qui est censé aller faire des travaux de plomberie. Il y a quelqu'un qui est censé
Pour qu'est-ce que vous me dites, je suis pas au courant. Quelqu'un qui devait aller faire des travaux de plomberie. Oui. Avec un confinement prévu au cas de sécurité pour les travaux de construction qui comportent de l'amiante? Non, il n'y a pas d'amiante où est-ce qu'on a fait des travaux. Là. Donc, vous dites qu'il n'y a pas d'amiante? J'ai pas d'autres commentaires à faire. Là. Mais pourtant, j'ai un rapport, M. Bourbonnais, qui dit qu'il y a de l'amiante et que si vous... Ah, ça n'a pas de bon sens. Je ne sais pas pourquoi il agit de même, avec toutes les preuves qu'il y a. Mais voilà que la direction de la santé publique est inquiète pour les locataires et vient de déclarer l'immeuble insalubre. Elle demande à la Ville d'utiliser tous les leviers possibles pour les mettre en sécurité. Mais la Ville, ça fait longtemps qu'ils savent qu'il y a de l'amiante ici. Là, c'est écrit dans le jugement. Ça fait fort longtemps qu'ils savent aussi qu'il y a de la moisissure et de la vermine dans les murs. Après ça, bien, il y a eu un jugement de cour. Fait qu'on se fait garocher à balle d'un bord puis de l'autre. Mais depuis 2022 qu'on est là-dedans, à un moment donné, il serait temps qu'il y ait une instance qui bouge puis qui mettent ses culottes parce que ça n'a pas d'allure rester les locataires là-dedans. Sinon, je me demande ça sert à quoi un bail, puis le tribunal du logement. Nous avons questionné la municipalité pour savoir ce qu'elle compte faire. On nous a répondu qu'on est en train d'y réfléchir. À Salaberry de Valleyfield, Véronique Dubé pour Nouveau Info. Saner, l'un des circuits de course les plus emblématiques au Québec, pourrait devoir cesser ses activités. La municipalité de Saint-Pie, en Montérégie, a pris une option de réserve sur le terrain pour y construire une école. C'est passé hier soir. Et c'est une décision qui continue de susciter beaucoup de colère. Marie Cassimard s'est rendue sur place. Le sort du circuit Saner est loin d'être scellé. La ville de Saint-Pie a d'autres ambitions que d'y faire rouler des voitures de course. Adoptera ce soir une résolution visant l'imposition d'une réserve foncière dans un secteur stratégique de son territoire. On a vu hier matin comme quoi que la ville avait une réunion le 4 août sur certains lots. Sur les lots 2 972 739, 2 972 000. On a fait nos recherches puis on a vérifié justement que c'était tous les lots seulement de Saner. Ça fait en sorte que c'est beaucoup plus facile à cacher et à passer en dessous des couverts. On s'attendait à rien. Là, nous autres, hier, là, ils ont voulu nous passer ça facilement. On a embarqué ses médias sociaux, puis la partie, tu sais. Je pense que j'ai eu 500 000 views là, sur Facebook. Là, ça a été vite, puis j'ai été surpris quand on est arrivé à l'hôtel de ville. Écoute, il y avait à avoir 250-300 personnes déjà. Et c'est sûr qu'on était inquiets parce que justement, on a des risques de perdre notre maison. En fait, c'est pour plusieurs, c'est une partie de leur vie complètement là, qui perdrait. C'est un icône, Saner. Quand Jacques Gartin a parti Saner, c'était justement dans le but de donner un endroit pour que les gens puissent assouvir leur passion de la course automobile en toute sécurité. Est-ce que ça peut affecter la course automobile? Non, parce qu'en ce moment, on ne course pas à Saner, mais il y a quelques pistes qui devraient s'assurer qu'on les garde parce qu'eux, ils font partie intégrante de la course automobile au Québec. Puis ça, c'est sûr qu'on peut pas se permettre de les perdre, ceux-là. Fondé en 1969, le circuit est situé sur un terrain vaste. Les possibilités sont donc tout aussi vastes. Jusqu'à la tour du Téréval qu'on voit à l'arrière, qui est juste ici à la Blanche, et un petit peu plus loin, on voit l'autre tour de chronomètre en arrière. Donc, ça va jusqu'au bout de la 235. On envisage notamment d'y construire une école secondaire. Saner est une école en soi. Est une école de pilotage, est une école de sécurité publique. On en a eu la démonstration aujourd'hui. Le circuit Saner sert aussi de lieu de formation pour les différents corps policiers de partout au Québec. Lévis, Laval, Longueuil, Québec, Deux-Montagnes, qui sont des villes assez loin de Saner, mais qui viennent rouler ici. On a la SQ qui est implantée à plus que plusieurs centaines de journées sur le circuit. On a le cégep de Saint-Hyacinthe avec les ambulances. Donc, on a vraiment déjà des formations. On a de la conduite hivernale aussi. Ma première voiture, je l'ai eu 9 jours parce que j'ai eu une sortie de route et puis j'ai été vraiment miraculé. Je faisais de la haute vitesse, puis c'était pas l'endroit pour le faire. Après ça, quand j'ai découvert des circuits comme Saner, là, je me suis dit, j'étais donc bien con de faire ça sur la route. Mais au-delà de toute l'histoire que Saner a pu amener, et a pu offrir à des pilotes comme moi de pouvoir faire du sport automobile, bien, c'est un enjeu de sécurité publique. Joint par courriel et téléphone, le cabinet du maire de Sainte-Pie, Mario Saint-Pierre, n'a pas retourné notre demande d'entrevue. À Sainte-Pie, Marie Castimard pour Nouveau Info.
Les jeunes sont de plus en plus nombreux à demander de l'aide la nuit pour parler de leur santé mentale. L'organisme Jeunesse J'écoute a observé une hausse de 24 % de ces interventions par texto durant les 6 premiers mois de cette année. La dépression, l'anxiété et le stress en lien avec les relations font partie des problématiques abordées. Et d'ailleurs, les psychiatres du Québec et la mission Old Brewery demandent aux partis politiques de faire de ces enjeux de santé mentale une priorité électorale. Ils ont mentionné aujourd'hui qu'ils souhaitent entre autres un ministre de santé mentale. On en discute avec la présidente de l'Association des médecins psychiatres du Québec, la docteure Claire Gamache. Bonsoir, docteur Gamache. Bonjour. Donc, vous dressez quand même un portrait préoccupant de la santé mentale des Québécois. Selon votre association, il y a près d'1 personne sur 5 qui souffre d'un trouble de santé mentale chaque année. Pourquoi c'est vraiment important de sonner la sonnette d'alarme aujourd'hui? En fait, c'est pas selon notre association, hein, c'est selon l'Institut de la statistique du Canada. Donc, on sonne l'alarme parce que ça fait partie des choses là, qui arrivent là, dans l'espace public depuis plusieurs années. On a effectivement 1 personne sur 5 qui va avoir un diagnostic de santé mentale chaque année. C'est sûr que c'est en général des troubles mentaux courants, donc des gens qui sont en dépression, des troubles anxieux sévères, des épuisements professionnels. Et on a aussi les troubles mentaux graves là, qui font partie des gens là, dont on s'occupe là, quotidiennement comme psychiatre, mais ça occupe 50 % des journées des médecins de famille au Québec, donc il faut absolument s'occuper d'être mieux formé tout le monde pour s'occuper de santé mentale. Vous demandez entre autres là, un ministre dédié à la santé mentale. Qu'est-ce que ça changerait là, quand même concrètement? Parce qu'on a déjà un ministre de la Santé quand même. Là. En fait, ça nous permettrait d'avoir, étant donné que ce sont des enjeux complexes, ça nous permettrait d'avoir quelqu'un qui a une vision et un leadership très clair et qui est capable d'expliquer à ses collègues à quel point ça habite partout là, les enjeux de santé mentale, dans les entreprises, dans les écoles, dans les hôpitaux. Hein. On sait que les soignants sont aussi là, très sollicités. Donc, quand on parle de carcéral, par exemple, ça prend des soins de santé mentale en prison parce qu'il y a énormément de troubles mentaux graves en prison. Quand on parle d'itinérance, de sécurité publique, donc un ministre qui serait capable d'expliquer là, de façon très claire que ça doit être une priorité gouvernementale. Vraiment, parce que vous avez soumis là, quand même aux partis politiques 6 mesures pour contrer ces tendances. Vous le disiez, il y a quand même des statistiques qui sont alarmantes, mais dis-moi, pourquoi, depuis les dernières années, on constate que les gens ont de plus en plus de problèmes de santé mentale? En fait, il y a plusieurs éléments là-dedans. Il y a, oui, effectivement, une augmentation d'une certaine détresse là, avec tout ce qui se passe, surtout dans notre jeunesse, là, qui a eu qui a des enjeux majeurs au niveau des médias sociaux, du manque de sommeil, un certain isolement, de la cyber-intimidation. Donc, chez les jeunes, il y a une montée de la détresse. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les gens consultent davantage qu'avant. Avant, là, on parlait de 40 % des gens avec des enjeux de santé mentale qui consultaient. On est rendu probablement à 60 %, ce qui provoque un peu de pression sur le système. Moi, j'ai des patients qui me disent que leur grand-papa, là, il a déjà passé 6 mois devant une fenêtre à attendre d'aller mieux. Puis un jour, il est retourné travailler. On voit plus ça aujourd'hui. Là. Les gens consulteraient et viendraient à l'hôpital. Donc, les gens consultent davantage et il y a aussi une augmentation de la détresse. Tout à fait. L'important, c'est toujours, bien sûr, d'en parler pour briser l'isolement et de tenter de fuir, justement, possiblement les symptômes d'anxiété. Madame Dr Claire Gamache, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Bienvenue. Merci de vous y intéresser. Salut Victor. Salut Sabrina. Parlons politique provinciale parce que on vient de voir que l'effet, en fait, fréchette semble s'essouffler. C'est ce qu'on voit dans un nouveau sondage Palace Data. Alors, un premier sondage préélectoral, Sabrina, qui sera un peu la base de toute la discussion politique qu'on va avoir durant les 2 prochains mois. Oui, sondage où on voit que l'effet fréchette semble s'estomper. La CAQ qui perd 1 point de façon globale et qui arrive à une espèce de plafond, on dirait. Mme Fréchette, malgré sa présence hyperactive du mois de juillet, une bonne performance globale. Il y a ça, puis il y a le taux de satisfaction qui est encore très bas, le taux d'insatisfaction vers le gouvernement qui est plus de 50 %. Donc, on semble avoir de la misère à dépasser le 19 % pour Mme Fréchette. C'est une mauvaise nouvelle. Vraiment. Et ce qui est intéressant quand même, c'est de voir le mouvement chez les francophones. Là. Oui, ce sera à voir dans les prochains sondages si c'est un mouvement qui se confirme, mais la CAQ perd 6 points chez les francophones, 4 points qui s'en vont chez les libéraux, 2 points chez les conservateurs. Donc, un mouvement directement entre le vote caquiste et le vote des autres. Justement, on a souvent parlé de ce vote fédéraliste ou ce vote anti-référendum qui, à ce moment-ci, semble, du côté de Mme Fréchette,
prête à aller se trouver d'autres espaces. Et ça, c'est intéressant pour Charles Milliard et pour Éric Duhaime parce que ça leur donne un potentiel de croissance qui est clairement établi. Et là, quand on regarde, bon, Parti québécois qui est en tête avec 31 mais les libéraux, quand même, de Charles Milliard sont quand même assez proches avec 27 Est-ce qu'on peut s'attendre, dans le fond, à une course qui sera serrée entre maintenant les libéraux et le Parti québécois? C'est ça qui se dessine, là? C'est la course qui se dessine devant nous. Maintenant, il ne faut pas se méprendre. Le Parti québécois est confortablement en tête parce que son avance chez les francophones lui donne une très belle position. Il est en tête dans les sondages depuis 3 ans. Donc, en ce moment, tous les voyants sont au vert pour Paul Saint-Pierre Plamondon. Et il cherchera, lui aussi, à aller gruger un peu de ce vote caquiste qui lui donnerait de la sécurité, du confort dans cette avance. Du côté maintenant des libéraux de Charles Milliard, l'intérêt de ce sondage-là, c'est qu'il y a un potentiel de croissance chez les francophones notamment. Et rappelons qu'en 2003 et 2018 et 2014, les libéraux ont gagné des élections avec un 20 à 25 chez les francophones. Donc, on n'est pas très loin d'une zone de victoire potentielle, mais Paul Saint-Pierre Plamondon est quand même bien assis sur l'avantage. Et parlant du Parti libéral du Québec, on en parlait hier, finalement, de l'ancien président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, qui, là, il est officiellement le candidat pour le Parti libéral du Québec. Donc là, on sent, là, on se place vraiment, on se positionne en matière d'économie. On se positionne en matière d'économie. On est capable d'attirer quelqu'un qui était justement désiré par le monde politique. Et ça, Sabrina, ce que ça montre, c'est en quoi ces sondages-là peuvent être positifs pour le Parti libéral et pour le Parti québécois. Parce que ça permet d'attirer des candidatures de gens qui recherchent, bien entendu, une victoire potentielle. Ça les met dans une position intéressante. Maintenant, le grand défi pour Charles Milliard, ce n'est pas de faire connaître ses candidats, c'est de se faire connaître lui-même. Il est en retard sur les chiffres de son parti. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que les Québécois ne le connaissent pas assez. On verra comment il réagit dans les prochains jours. Et ce qui est intéressant également dans le sondage aujourd'hui, c'est la région de Québec, les conservateurs qui... On revient maintenant sur le retrait de Félix Auger-Aliassime à l'Omnium Banque Nationale. L'entrée en scène du Québécois n'aura finalement jamais eu lieu. La deuxième tête de série du tournoi a déclaré forfait quelques heures avant son match de premier tour en raison d'une blessure au dos qu'il aurait subie à l'entraînement. Une autre mauvaise nouvelle après les abandons de Gabriel Diallo et de Denis Shapovalov plus tôt cette semaine. Il ne reste donc plus de Canadiens dans le tournoi masculin à Montréal. La grande famille de l'information de CTV News a perdu l'un de ses chefs d'antenne bien connus. Lloyd Robertson s'est éteint aujourd'hui à l'âge de 92 ans. Durant sa longue carrière, il a informé les Canadiens, d'abord à Radio-Canada, puis à la tête du bulletin national de CTV pendant 35 ans. Il était reconnu pour la signature de ses bulletins, une formule fétiche. Voilà le genre de journée que j'ai passée. Et c'est ce que je vais vous dire également aujourd'hui. Voilà le genre de journée que j'ai passée, que nous avons passée. Et ce soir, dans notre bulletin de 22 heures, on va parler de Québec qui souhaite élargir à nouveau 9 nouvelles régions, un projet pilote de soutien à domicile.